Économie Le Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, c'est une histoire de cinéma, une histoire d'amour aussi entre le 7e art français et Israël. Succès en salle, coproduction, comment expliquer ces liens autant artistiques qu'économiques, les chiffres, les perspectives et une interview, celle de Jean-Paul Salomé, le patron d'Unifrance. Ce sera dans un instant. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. On commence par l'essentiel de l'actualité économique du jour avec la Chine d'abord qui passe à l'action. Pékin est bien conscient du ralentissement de sa croissance. Le gouvernement a annoncé ce jeudi une nouvelle série de mesures pour stimuler son économie. Réduction fiscale pour les petites entreprises et investissement public massif, notamment dans le réseau ferroviaire. On évoque un chiffre d'environ 50 milliards de dollars pour financer 6600 km de voies ferrées dès cette année. La Chine qui maintient son objectif de croissance pour 2014 à 7,5%. On reparle de l'Ukraine qui entame aujourd'hui des négociations délicates avec son voisin russe autour d'un enjeu crucial pour Kiev, les livraisons de gaz. Moscou les utilise comme armes dans son bras de fer avec le nouveau pouvoir ukrainien. Hier, Christine Lagarde a fait part de ses inquiétudes quant à l'impact de cette crise sur l'ensemble de l'économie mondiale. Pour la patronne du FMI, les tensions géopolitiques menacent les perspectives de reprise, même si elle estime que l'essentiel de la récession est maintenant derrière nous. Je crois que l'économie mondiale est en train de tourner la page de la grande récession. J'espère, mais la croissance est trop lente, trop faible. En 2013, elle était d'environ 3%. En 2014, 2015, ce sera sans doute plus, mais sans doute en dessous des taux d'avant la crise. Voilà. Et dans le même discours à Washington hier, Christine Lagarde a une nouvelle fois appelé la Banque centrale européenne à assouplir sa politique monétaire à l'instar de la Fed aux États-Unis ou de la Banque du Japon. La BCE doit combattre, dit-elle, la faible inflation et le risque d'une déflation dans la zone euro. La BCE qui tenait ce jeudi à Francfort sa conférence mensuelle et comme prévu, malgré ses avertissements, aucun changement pour le principal taux directeur qui reste au niveau historiquement bas de 0,25%. Et puis réduire la dette, les déficits, mettre en œuvre le projet de François Hollande. Manuel Valls a tracé hier les grands axes de sa politique. Au cœur de l'action du nouveau chef du gouvernement français, l'économie bien sûr, et le pacte de responsabilité. Un maître mot, efficacité. Nous devons être clairs sur les objectifs. Oui, réduire les déficits, ça il n'y a pas d'autre choix. C'est une question de crédibilité pour la France. Notre dette, nous devons la maîtriser parce que sinon, nous perdons notre souveraineté nationale. Mais en même temps, nous devons préserver ces services publics qui sont indispensables à la cohésion, à la solidarité de notre pays. Allez, un plan large à présent sur le marché du 7e art. Et qu'on se le dise, les super productions d'Hollywood ne sont pas les seules à attirer le public israélien. Le cinéma français parvient aussi à remplir les salles, plus d'1 million d'entrées en 2012. Et en parallèle, la France est le premier pays coproducteur de films israéliens. Des synergies qui enrichissent aussi l'industrie locale. Le zoom d'Anthony Lesme. Le cinéma français fait recette en Israël. Après une année 2012 record avec plus d'1 million de rentrées, dans le carton d'Intouchable, 490 000 spectateurs, l'année 2013 a retrouvé une moyenne de quasi 600 000 entrées pour un bilan de 3,5 millions d'euros. Une tendance en nette progression depuis le 2009. Si les États-Unis dominent les débats avec plus de 68% des films importés, la France, premier pays européen, en totalise 5%. Un succès qui s'explique par plusieurs facteurs. D'un point de vue culturel, le Festival du film français, il faut quand même dire que ça fait 11 ans qu'il passe dans l'ensemble du pays, de Tel Aviv à Sderot. Et d'un point de vue économique, donc le fait que le festival ait eu du succès et que les Israéliens aient l'habitude donc de voir davantage de films français, les distributeurs donc achètent également plus de films, donc plus de sorties commerciales. En 2013, derrière les neiges du Kilimandjaro, 5 films distribués par Lev Cinéma et Orlando Film sont au-dessus de 30 000 entrées, dont Les Saveurs du Palais, Amour et Alceste à bicyclette. En 2013, plus de 22 films français ont été achetés, ce qui est quand même énorme. Donc c'est un petit peu la suite d'Intouchable, dans le sens où, d'un point de vue commercial, les distributeurs essayent de trouver un autre film français qui soit le hit de l'année. Voilà, arriver avec un film de Guédiguian à près de 90 000 entrées, voilà, c'était inespéré peut-être il y a encore 15 ans. La France est surtout le premier pays coproducteur de films israéliens, dont Les Citronniers, La Visite de la Fanfare et Tu n'aimeras point.
Alors depuis 2002, un accord de coproduction a été signé entre les deux pays et depuis effectivement plus de 40 films ont été coproduits, dont la plupart d'ailleurs après ont été primés dans des festivals. Si les coproductions sont aussi nombreuses, c'est aussi parce que le cinéma israélien est très apprécié en France. En ce moment même, à Paris, se déroule le festival du film israélien jusqu'au 8 avril. Et notre invité est un artiste, un réalisateur de renom. Restons groupés, Arsène Lupin, Les Femmes de l'ombre ou encore Je fais le mort en 2013. Jean-Paul Salomé a été élu il y a un peu plus d'1 an président d'Unifrance Film International. C'est la société qui est en charge de la promotion et de l'exportation du cinéma français. Bonjour Jean-Paul Salomé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes en Israël cette semaine. Ici le cinéma français à la cote, on peut le dire. Quel regard vous portez sur cette réussite du cinéma français ici et sur aussi son influence sur la production locale? Ce qui est important, c'est ce que j'ai découvert aussi en venant ici, c'est qu'il y a une vingtaine de films français par an qui sortent en salle et qui représentent à peu près 500 000 entrées, ce qui est un bon ratio et une bonne moyenne. Voilà, donc ça veut dire que c'est pour nous, Français, c'est un marché à l'export important. En plus, le pays est francophone et aime bien les francophiles aussi. Donc voilà, on sent qu'il y a une appétence pour le cinéma français. Ça, c'est le volet exposition de nos films. Et puis, il y a un accord de coproduction entre la France et Israël qui permet de coproduire des films dans le cadre d'un accord législatif entre les deux pays et qui permet de profiter du système français et des fois aussi de ses subventions et inversement. Donc ça, c'est un accord important. Ouais. Alors parlez-nous un petit peu de votre travail au sein d'Unifrance. Comment concrètement on vend la production française? C'est difficile? C'est difficile. Le marché est de plus en plus difficile parce qu'en face, il y a un mastodonte qui s'appelle le cinéma hollywoodien. Et je ne dis pas le cinéma américain, mais le cinéma purement hollywoodien de divertissement qui surtout a l'avantage de monopoliser les écrans de plus en plus et principalement dans les multiplex. Donc c'est pas que les gens ne veulent plus voir de films français ou européens ou autres ou israéliens. C'est la visibilité aussi. Exactement, c'est que ces films-là n'ont plus ou de moins en moins accès aux écrans. Donc notre travail, c'est de continuer parce que heureusement, il y a quand même des salles qui continuent à faire ce travail-là, ici à Tel Aviv et à Jérusalem, les cinémathèques. Le French Touch conserve la cote en tout cas, grâce à ces initiatives. Oui, ça c'est vrai, oui. Je pense qu'on a une tradition de cinéma importante qui continue à s'exporter, ça c'est sûr. Alors on sait que c'est un secteur d'abord artistique, Comment on gère tout cela? Comment l'artiste devient manager sans devenir schizophrène? Alors, je ne suis pas manager, il y a Isabelle Giordano qui manage Unifrance, moi j'ai été élu comme président, c'est l'inspiration. En tout cas, je fais un travail avec les équipes, d'autant que c'est des équipes que j'ai eu l'avantage de connaître en tant que réalisateur avec mes films pour voyager, donc on se connaît, j'étais pas nouveau, elles n'étaient pas nouvelles pour moi, donc c'est un travail d'équipe. Et c'est comme sur un plateau et un tournage en fait. Voilà, j'essaye d'écrire un peu le scénario avec Isabelle Giordano et ensuite toutes les équipes appliquent. Bon, non, c'est compliqué, je le teste. En ce moment, c'est assez agréable parce que je promène mon film à travers les manifestations et parce que le film est vendu et sort dans des pays, donc avec le soutien d'Unifrance, que je sois ou pas président, ce serait la même chose. Et ça me permet de voyager, de grouper les deux. Et mon côté président d'Unifrance, double casquette. Et ici, où je viens, présenter ce soir le film Je fais le mort, le film que j'ai tourné avec François Damiens et Géraldine Nakache, qui passe ici ce soir, demain soir à la Cinémathèque de Jérusalem et ensuite qui passera à Haïfa, je crois, et dans d'autres villes. Donc ça, voilà, ça c'est agréable. Simplement, c'est assez chronophage et il n'y a plus un moment à moi, mais sinon ça va. Ouais. Là, on va parler de l'état de l'industrie du cinéma français aujourd'hui. Alors une année 2012 exceptionnelle et puis une année 2013 forcément un peu moins bien. Comment on gère tout cela, ces années de vache maigre? Est-ce que finalement ça nuit un petit peu à la dynamique de cette industrie française? C'est vrai que ça fait pas de bien, mais en même temps, 2012 était une année absolument miraculeuse. Je nous en souhaite de nombreuses comme ça. C'est-à-dire que c'était quand même la première année que le cinéma français faisait plus d'entrées à l'extérieur de ses frontières que sur son propre territoire. C'est historique. C'est historique. Et seul le cinéma américain le fait dans le monde. Bon, nous, il faudrait que ça revienne pas une fois tous les 20 ans, mais il faudrait que ça se refasse. Mais ça, c'est pas nous c'est moi qui fais des films, mais c'est pas Unifrance qui fait les films. Mais il faut quand même pas oublier que même s'il y a eu un problème qui a été conjoncturel, et en France aussi d'ailleurs, vu que les entrées ont été moins fortes sur le cinéma français, il y a eu un côté déceptif sur un certain nombre de films. Mais qualitativement, c'est quand même l'année 2013 où un film français, La vie d'Adèle, a gagné la Palme d'Or, ou un film assez difficile comme celui-ci, qui fait 3 heures et quand même qui traite d'une histoire d'amour pas simple et pas forcément très classique, et d'une manière pas classique, a une carrière à l'international tout à fait honorable. Ce film Voyage, ce film a eu la Palme d'Or, et d'autres ont suivi. Donc je pense qu'il ne faut pas cristalliser. La presse française est très tout de suite, nous tombe dessus. Bon,
on n'a rien à y gagner d'abîmer le cinéma français, je pense. Ouais. Alors au niveau du financement des projets, il y a quand même beaucoup de particularités. En France, 90% selon BFM TV des films français ne sont pas rentables. Alors économiquement, c'est catastrophique, bien entendu. Mais est-ce que c'est un modèle qui peut perdurer, selon vous, ce modèle pas trop rentable? Alors, quand on dit 90% des films français ne sont pas rentables, ils ne sont pas rentables au moment de leur sortie salle. Je pense que c'est le même ratio des films américains. C'est-à-dire 90% des films américains ne se rentabilisent pas sur la salle. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas seulement ça. Non, aujourd'hui, le cinéma, c'est ensuite Canal+, c'est ensuite la VOD, c'est les plateformes, c'est le DVD, c'est les ventes à l'étranger, c'est l'international. Donc je pense que le pourcentage de films rentabilisés ne serait pas remonterait si on prenait tous ces... Je trouve que c'est pas très objectif comme étude. Après, ce qui ne veut pas dire que le modèle français est parfait, qu'il ne faut rien changer. C'est un modèle... Enfin, c'est pas un modèle, pardon. Je veux dire, c'est un modèle, bien sûr, mais qui doit muter parce que tout le reste est en mutation. Et qui lutte aussi pour sa sauvegarde. On voit ce qui se passe avec les intermittents aussi, par exemple. Oui, mais ça, c'est encore un autre problème de fabrication. En même temps, on a un statut, visiblement, qui va être reconduit, sur lequel il y a des améliorations à faire, parce qu'en période de crise, il n'y a pas de raison qu'un secteur soit totalement épargné de la crise et de ses effets. Mais le cinéma français a quand même s'il a un chiffre d'affaires beaucoup moins élevé que peut être le vin, il a quand même un pouvoir d'image démultiplicateur à l'international. J'étais la semaine dernière avec Catherine Deneuve à New York, on a présenté Elle s'en va, le film sort le lendemain, les salles étaient pleines. Ici, je viens hier soir à la Cinémathèque, ils ont été obligés d'ouvrir une deuxième salle pour faire venir les gens voir le film de Guillaume Gallienne qui va sortir. Je trouve que le cinéma français a la chance d'être encore très vivant par rapport à beaucoup de cinématographies européennes qui ont été détruites, et que le cinéma français sert encore de pivot à la cinématographie européenne. Parce la France moteur. Exactement, parce qu'il aide à coproduire les Allemands, les Italiens, et c'est un outil de la diversité si on ne veut pas être totalement englouti par le cinéma purement de distraction et de blockbuster hollywoodien. Et justement, vous êtes optimiste quant aux perspectives de croissance, de développement du secteur, à l'export notamment? Oui, parce que je pense qu'il y a des marchés sur lesquels nous devons consolider nos forces comme l'Europe, mais il y a un marché comme ici où je m'aperçois que les entrées progressent depuis quelques années parce qu'on construit des salles, on remonte des salles au cinéma, donc il y a un business qui est en train de se faire important, et il y a quand même deux gros marchés énormes qui sont en train d'exister. Un qui, ça y est, existe, qui est la Chine, sur lequel nous travaillons à Unifrance, et moi j'y vais... La France est bien placée. Voilà, je vais là-bas tous les 3 mois, on retourne là-bas au mois d'avril avec Danny Boone et des grands industriels du cinéma français, et j'espère que notre président Hollande va en parler avec le président chinois dans quelques jours. Et puis un deuxième bassin énorme, c'est un bassin francophone en Afrique, où une nouvelle économie est en train de se mettre en place, où des cinémas sont en train de se reconstruire, où des chaînes de télévision existent, et il n'y a pas de raison que ce marché-là ne soit totalement fermé. Et donc oui, je dirais qu'il y a un potentiel. Il y a une attente en tout cas. Oui, il peut. Merci Jean-Paul Salomé d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà un entretien réalisé le 23 mars. Sachez que le 11e Festival du cinéma français en Israël se tient justement jusqu'à dimanche dans les cinémathèques des grandes villes du pays. Et c'est l'heure de passer au Media Watch. La revue de presse, et on reste dans le cinéma tant qu'on y est, avec les conseils de la Cour des comptes à l'industrie du cinéma français. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors toujours le même problème, c'est la crise, il faut produire moins cher et mieux surtout. Exactement, en France, les films donc sont financés en partie par des diffuseurs qui sont la plupart du temps des chaînes de télévision, et en partie par des aides publiques, et ce sont ces aides publiques que la Cour des comptes trouve trop élevées, en tout cas trop élevées au regard de la rentabilité des films. Entre 2002 et 2012, les aides publiques et les dispositifs mis en place pour aider le cinéma français ont augmenté de 88%, c'est énorme. Pour vous donner un petit élément de comparaison, le budget de l'État sur la même période a lui augmenté de 20%, donc il y a quand même une grosse différence. Et pour arrêter donc cette augmentation, la Cour des comptes a suggéré plusieurs choses, notamment d'être plus sélectif dans la sélection des aides, puisque beaucoup de films ne dépassent pas la barre des 50 000 entrées, mais aussi de réduire la rémunération des acteurs qui est souvent beaucoup trop élevée, notamment pour les plus connus. Alors un chiffre, Johanna, maintenant, 18,23 $, c'est le prix moyen, croyez-le ou non, d'un paquet de cacahuètes dans un hôtel de Toronto au Canada.
Oui, on le sait, tout ce qu'on trouve dans les mini-bars des hôtels, ça coûte cher et des fois même très cher, que ce soit les sodas, la nourriture, l'alcool. Mais le pire, ce sont les cacahuètes. En moyenne, c'est 18,23 $. Donc pour un paquet de cacahuètes dans un mini-bar d'un hôtel à Toronto, donc au Canada, comme vous l'avez dit, pas loin de 17 $ à New York et environ 12,50 $ à Paris. Et dans certains pays, ces fameuses cacahuètes sont même parfois plus cher que de l'eau ou que de l'alcool. Par exemple, à Zurich, il faut débourser environ 4 $ pour une petite bouteille d'alcool, un petit peu plus de 5 $ pour une bouteille d'eau et environ 11 $ pour un paquet de cacahuètes. On passe donc du simple au double, même plus que le double, alors qu'en supermarché, et quels que soient les pays, c'est vrai que les cacahuètes ont tendance à être considérées comme un produit plutôt peu cher, plutôt bon marché, donc c'est un petit peu contradictoire. Un indice cacahuète bientôt peut-être. Merci Johanna, et à bientôt. Après l'indice Big Mac. Voilà, fin de cette édition d'Économie de Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.